Chaque semaine, dans l'Extra Interview, une personnalité se raconte à travers son amour pour le cinéma et les séries. Et les séries, Alex Taylor a largement contribué à nous en faire découvrir dans les années 90 grâce à son émission culte Continental, où il compilait des programmes du petit écran venus de toute l'Europe. Depuis, ce journaliste, auteur et homme de radio ne cesse avec son charmant accent britannique de partager son amour pour le vieux continent. Bonjour. Alex Taylor, pour moi, vous êtes celui qui depuis des années me raconte l'Europe, à la télévision, à la radio. Qu'est-ce qui fait qu'elle vous inspire encore autant, que vous n'êtes jamais lassé de l'Europe? Au fond de moi, il y a un petit garçon qui est grandi en Cornouailles. C'est une terre de granit. Tout est un peu gris, il pleut tout le temps. Et moi, je regardais la télé tout le temps. Et donc, pour répondre à votre question, au fond de moi, il y a toujours un petit garçon qui était émerveillé de voir le concours Eurovision de la chanson, de voir des gens parler des langues étrangères une fois par an. Je trouvais ça extraordinaire. J'ai tout fait pour quitter mon pays parce que j'adore l'Europe. Vous vous souvenez de votre premier film en français? C'est clair et net, c'est quand je suis arrivé en France, c'était Le Père Noël est une ordure. Qui d'ailleurs jusqu'à ce jour, parce que l'humour est le truc qui est le plus difficile à comprendre. J'ai vu les Tontons Flingueurs, par exemple, et je comprends tout. Les répliques, je comprends tout. Mais ça ne me fait pas rire. Je ne sais pas pourquoi Le Père Noël est une ordure est le seul film français où je ris en même temps que les Français. Et l'humour anglais, alors? Ça fait 37 ans que j'habite dans votre pays. Et c'est vrai que quand je rentre en Angleterre, il y a des trucs, des séries de télé, et je vois que mes compatriotes trouvent ça drôle. Et moi, j'ai plus les codes pour comprendre ça. En revanche, je pense qu'il y a un vrai phénomène en France. En fait, les Britanniques sont très doués pour vendre des choses. Donc, ce qu'on fait depuis 50 ans, c'est qu'on vous vend des séries qui sont très visuelles, mais que vous, du coup, vous prenez pour être des séries d'humour anglais, comme vous dites, type, mais qui pour moi ne le sont pas du tout. Monty Python, je l'ai même acheté en France quand je faisais Continental sur France 3, j'ai diffusé parce que je savais que ça allait marcher. Ça a toujours marché beaucoup plus fort en France qu'en Grande-Bretagne. Penny Hill, par exemple, était diffusé pendant des années sur France 3, alors que la chaîne britannique l'avait arrêté 10 ans auparavant. Mr Bean, ça marche bien. Pourquoi ces trois émissions-là marchent? Parce que ce sont des émissions où l'humour est très visuel. Ouais, bien sûr, c'est très burlesque. Oui, c'est très gag. En revanche, les émissions qui me font rire, c'est des choses qui sont inconnues au bataillon en France. One Foot in the Grave, un pied dans la tombe. Eh ben voilà, vous me regardez, vous ne connaissez pas du tout. C'est très connu en Grande-Bretagne depuis 20 ans. 4291. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi en Angleterre dans les années 60, non seulement musicalement, The Beatles et tout ça, mais aussi les séries. Il y avait des choses extraordinaires, avec des vrais gens de talent. La série Chapeau melon bottes de cuir, les meilleurs réalisateurs faisaient cette série-là. Le cinéma a eu moins d'influence sur vous? Il y a quelques films qui m'ont vraiment marqué. Et là, par exemple, je deviens obsessionnel, compulsif pour ces films, parce que c'est des films qui me marquent tellement que je les vois tout le temps. Mon film préféré de tous les temps, c'est Goodbye Lenin, par exemple. J'ai vécu 10 ans à Berlin, moitié-moitié avec Paris, et je trouve ce film, que j'ai vu, je crois, en tout 18 fois, raconte vraiment l'ambiance qu'il y avait à la chute du mur. C'est génial, ce film. Vous parlez beaucoup de solitude dans votre livre. D'ailleurs, vous dites que vous étiez fan d'une série sur Robinson Crusoe, parce que ce personnage devait vous parler. Est-ce que, justement, le cinéma, ou peut-être plus la série, ont été source de réconfort, parfois? Ça a dû me parler, effectivement, parce que j'étais un petit garçon, j'ai pas de frères et de sœurs. En plus, j'ai compris très vite, à l'âge de 7 ans, que j'étais attiré par les garçons, mais à une époque où, il faut le rappeler, l'homosexualité était illégale. Était punie par la loi en Grande-Bretagne. Si on commettait le moindre acte gay, on allait en prison. Je me rappelle très bien quand j'ai entendu à la BBC, par exemple, la première fois, je devais avoir 10 ans, le mot « homosexual ». J'ai demandé à mon père qu'est-ce que ça veut dire. Et mon père, qui par la suite est devenu très, très OK avec ça, mais c'était un homme de sa génération à l'époque, m'a dit « il ne faut jamais leur parler à ces gens-là parce que c'est des gens qui ont le poignet mou,
qui aime les matelots et qui s'appelle en général Cecil. Je suis sorti de la conversation en me disant « Dieu merci que je ne fais pas partie de ces gens-là ». Donc pour ce genre de garçons visiblement en manque de repères, je pense que des séries comme Robinson Crusoe, justement l'histoire d'un homme qui se retrouve tout seul sur une île déserte et qui doit se débrouiller, ça a dû me parler. Il y a quelques semaines, j'avais interviewé Jimmy Somerville pour ce même exercice et il me disait qu'il avait passé justement tellement d'années à se cacher et puis à militer pour le droit des gays qu'il supportait plus trop de voir des films ou des séries avec des personnages gays, soit parce qu'il trouvait que c'était encore très caricatural, soit parce que c'était toujours très dramatique. Je partage un peu avec Jimmy Somerville ça, parce que, par exemple, il y a un cas très intéressant dont je parle un peu dans mon livre, c'était une série des années 70. Are You Being Served? Are You Being Served? La première fois qu'il y avait un personnage ouvertement, enfin, il ne se disait pas gay, mais c'était tellement évident. Son truc, c'était une personne qui travaillait dans un grand magasin et s'occupait des sous-vêtements des hommes. Voilà. Mr. Humphreys. Moi, je détestais ça parce que c'était pour moi tout ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, je regarde cette série qui est quand même assez drôle et qui est une série de son époque. Je regarde avec infiniment plus de tendresse en me disant, quand même, quelque part, Mr. Humphreys, c'est un peu notre cage aux folles à nous. Dynasty. Dynasty, dans les années 80, était la première série énorme américaine à gros budget qui avait son propre personnage gay, Stephen, le fils du principal personnage. You're back to your old ways, aren't you? You're having an affair with the little fag you're working with. Et ça, à une époque où il y avait le sida, où il y avait tout sur la peste gay, etc., cette méga série, énorme budget, énorme audimat, ils ont osé. Maintenant, il y a des personnages gays dans toutes les séries. Oui, c'est un peu trop. Une mode, exactement. Je suis d'accord. Moi-même, encore un gay, etc. Get over it. Si Alex Taylor assume ses goûts un peu vintage, il confie avec tendresse que bien plus que la fiction, c'est à l'actualité, européenne of course, qu'il reste accro.